Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro de Zone Pôle. Nous sommes toujours en direct du salon de l'agriculture. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier week-end. Merci d'être une nouvelle fois aussi nombreux à nous suivre sur MRG TV. Mon invité aujourd'hui est Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du Rassemblement national depuis 4 mois maintenant. Avec vous, nous allons parler car nous sommes à J-3 avant une nouvelle journée de grève où les syndicats appellent à bloquer le pays. Vous nous direz si le RN fera oui ou non partie des cortèges de manifestants. Le discours du RN a changé à l'égard de la Russie. Vous, Jordan Bardella, avez notamment déclaré qu'il y avait eu une naïveté collective à l'égard des intentions de Vladimir Poutine, des propos pro-Kiev qui ont surpris au sein même de votre parti. Nous reviendrons dessus dans un instant. Salon oblige, comment ne pas évoquer l'agriculture, un secteur violemment touché, que ce soit par l'inflation ou le changement climatique, et qui a besoin d'aide. Chez vous, vous le savez, réagissez à Zone Pôle avec le hashtag émerger pour donner votre avis ou interpeller notre invité. Le 8e numéro de Zone Pôle avec Jordan Bardella en direct du Salon de l'agriculture, ça commence maintenant. Jordan Bardella, chez Émerger, il y a un passage obligé. Nous vous tirons le portrait. Je vous préviens, c'est différent, un brin chambreur et surtout très acide. Et c'est Adrien Hardy qui s'en charge. Bonjour Adrien. Bonjour Raphaël, bonjour Jordan Bardella. Vous êtes aujourd'hui le président du Rassemblement national, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vous propose donc de revenir un peu en arrière pour comprendre votre ascension. C'est à Drancy que vous naissez dans le 93, une ville où vous vous sentiez en danger en rentrant chez vous. C'est vous qui le dites. Vous étiez même confronté à la violence matin, midi et soir. Vous vous décrivez comme un enfant de l'immigration, un sujet important pour vous, on le verra un peu plus tard. Vous vous consacrez très rapidement à ce qui vous anime, la politique, un parcours très rapide et atypique. Sciences Po et l'ENA, très peu pour vous. Direction la Sorbonne pour étudier la géographie. C'est plus facile pour savoir où renvoyer les gens quand on ne veut pas les accueillir. À 16 ans, vous adhérez au Front National et à 19 ans, vous dirigez la section départementale de Seine-Saint-Denis. Vous êtes ensuite porte-parole du parti à 21 ans, puis tête de liste aux européennes à 23 et enfin aujourd'hui, 26 ans et président du Rassemblement national. Et tout ça sans tricher, ou presque, alors que certains politiques se servent de leurs études pour gravir les échelons. Vous, c'est votre mètre 90 et votre tête de gendre idéal que vous utilisez. Vous plaisez aux femmes et comme par hasard, au fil de personnages importants, vous devenez donc d'abord le gendre de Frédéric Chatillon, un grand ami de Marine Le Pen. Après avoir approché la présidente du parti, vous vous attaquez à sa nièce et hop, vous êtes de la famille. Les portes de la politique s'ouvrent à vous. Vous êtes un peu la Kim Kardashian de la politique française. En 2021, vous partez à la conquête de Paris sans grand succès. Vous perdez face à Valérie Pécresse, mais en marquant au fer rouge votre percée. Après avoir été président par intérim du RN la même année, vous le devenez finalement pour de bon le 5 novembre dernier en battant Louis Alliot, un ancien membre de la famille Le Pen. Vous êtes désormais le futur du Rassemblement national en route pour 2027. Jordan Bardella, des avis sur ce portrait, des précisions à apporter? Je pense qu'on va passer assez vite au sujet sérieux. D'accord, ça marche, pas de souci. Merci beaucoup Adrien Hardy pour ce portrait. Le premier sujet que nous abordons, ce sont les retraites évidemment. Le Sénat est entré dans le vif du sujet à propos de cette réforme des retraites. Les débats ont commencé avant la mobilisation du 7 mars, ce mardi. Les syndicats veulent une France à l'arrêt. Le gouvernement appelle de son côté les Français à télétravailler. Mais faut-il craindre des grèves reconductibles? Vous voyez ça avec Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Raphaël, bonjour. Jordan Bardella, merci de répondre à nos questions. Alors en attendant de voir si la France sera à l'arrêt mardi comme le souhaitent les syndicats, la grève reconductible a déjà été lancée hier dans les centrales nucléaires. Est-ce que vous soutenez ce type d'action ? Écoutez, il y a aujourd'hui une très large majorité des Français, près de 78% d'ailleurs du peuple français, qui est opposé à cette réforme des retraites. Il y a une majorité de refus qui s'est constituée et qui vit depuis la mi-janvier au travers du débat parlementaire à l'Assemblée nationale, au travers du débat public, mais aussi au travers de ces grandes mobilisations qui se sont déroulées depuis maintenant un peu plus d'un mois et demi. Mobilisations populaires que nous avons soutenues, que nous avons encouragées, ces grandes marches pacifiques qui ont mis dans la rue des gens qui viennent d'horizons très différents, des fonctionnaires, des salariés du privé, des policiers, des pompiers, vraiment l'intégralité de la diversité socio-professionnelle des Français. Sur les blocages, moi j'ai émis certaines réticences parce que, en vérité, les blocages pénalisent les Français les plus modestes. Ces blocages-là, par exemple, ceux dans les centrales nucléaires, on peut avoir des impacts très vite sur l'énergie, justement. Est-ce que c'est ces Français-là qui sont contre la réforme qui peuvent être le plus pénalisés ? Et encore plus dans les raffineries, parce que lorsque vous allez créer des files d'attente interminables devant les stations d'essence, en vérité, ce sont les infirmières libérales qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler qui vont être pénalisées. Ce sont les Français qui ont besoin de leur véhicule pour emmener leurs enfants à l'école ou pour aller travailler et qui, pour beaucoup, vont être contraints de perdre une journée de salaire. Donc je pense que
En vérité, ces blocages-là sont d'abord de la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui tente de gouverner contre le peuple français en essayant d'imposer un texte de loi qui est très largement rejeté. Nous avons proposé une solution très simple, très claire, qui est peut-être la solution la plus démocratique qui soit, c'est le référendum. Ça a été refusé par le gouvernement, la motion référendaire de la gauche a été refusée hier au Sénat. Le premier des blocages, il est démocratique. Et la solution, en réalité, à toutes les formes de blocage que nous pourrions connaître dans les prochaines semaines, et Emmanuel Macron, je pense, doit l'entendre, c'est de soumettre ce texte de loi à référendum, et s'il ne le fait pas, les blocages seront de sa responsabilité. Mais toutes les motions référendaires ont été rejetées pour le moment. Est-ce que vous avez encore un espoir pour ce référendum? Quel est l'intérêt aujourd'hui pour Emmanuel Macron de souhaiter qu'il y ait un référendum alors que 70% des Français sont contre la réforme? Le président de la République doit se poser la question. Est-ce qu'il tente de faire passer un texte de loi contre l'avis de 78%, d'après le dernier sondage ELAB, des Français? Moi, je pense que ce texte, il va être très douloureux et cette réforme des retraites, elle va être très brutale pour les Français, et notamment les Français les plus modestes. Nous l'avons dit, ce texte de loi, c'est à la fois la hausse des efforts et la baisse des pensions. La hausse des efforts parce qu'on va demander à un électricien, à un agriculteur, à un boulanger, à une caissière, à une infirmière de travailler plus longtemps que quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui est cadre dans la finance ou qui est par exemple cadre chez McKinsey. Et ça va être la baisse des pensions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans et qui vont devoir partir avec une décote. Il faut savoir que en 2014, il y avait 6% des Français qui partaient avec une décote. Aujourd'hui, c'est 13% des Français qui partent avec une décote. En repoussant l'âge de départ à la retraite, il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles, qui font des métiers de force et qui ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans. Vous l'avez dit, vous êtes pour les mobilisations, donc est-ce que vous serez présent dans la rue mardi? Non, moi je ne serai pas présent dans la rue pour une raison. Et les élus de votre parti, est-ce que vous aurez certains élus qui seront présents dans la rue? Pour une raison très simple. C'est que nous avons, nous, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et que les Français, dans les urnes, nous ont demandé de porter cette opposition à l'Assemblée nationale. Et pour une raison très simple, c'est que ces mouvements, je ne les organise pas. Et que, par définition, si je vais en tant que président du Rassemblement national dans une manifestation que je n'organise pas, vous allez me poser la question et me demander pourquoi est-ce que je vais tenter de récupérer un mouvement qui n'est pas le mien. Mais est-ce que vos adhérents, est-ce que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national souhaiteraient que certains élus aillent dans la rue? Laissez-moi finir et je vous promets que je vais tout vous expliquer. Je dis juste une chose, il y a dans ces manifestations des sympathisants, des électeurs de Marine Le Pen, il y a dans ces manifestations certains élus, vous avez raison de le souligner, certains députés qui se mobilisent dans leur territoire et dans leur circonscription, mais juste une chose, le référendum, c'est la voie la plus démocratique pour se sortir d'une situation de blocage, et je crois qu'on ne peut pas gouverner éternellement contre les Français. Je veux dire, est-ce que les gens qui sont au pouvoir vont à un moment donné décider d'entendre les Français? Or, les Français sont une très large majorité à ne pas souhaiter cette réforme à 64 ans parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient y perdre. Vous le voyez, pour le moment, le gouvernement, les députés et l'exécutif affichent une certaine forme de sérénité. Est-ce que c'est une bonne idée de miser sur un essoufflement comme ça de la mobilisation? Et est-ce que cette marche n'arrive pas un petit peu trop tard aussi? Je pense qu'ils ne sont pas sereins. Je pense qu'ils n'ont pas la garantie que ce texte de loi va être adopté. Vous savez, l'exercice parlementaire, il n'est pas terminé. Ce texte de loi, il est parti au Sénat. Il va revenir devant l'Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire. Et en l'état actuel des choses, ce texte n'est pas voté. Et là où nous en voulons beaucoup, nous, à la NUPES, c'est que la NUPES a confisqué le débat. Et si vous voulez, en se comportant comme des punks à chiens à l'Assemblée nationale, ils ont en réalité créé les conditions d'une confiscation du débat démocratique qui fait que, en aboyant, en hurlant, en créant un embouteillage parlementaire et législatif, on n'a pas pu aller voter ce fameux article 7 qui prévoit le décalage de l'âge de départ à la retraite. Donc le gouvernement est très content du travail de sabotage de la NUPES parce qu'en réalité, ça facilite l'adoption de ce texte. Et je pense que les gens qui sont opposés à ce texte de loi ont beaucoup de raisons d'en vouloir à la gauche. Il n'y a pas eu de vote sur l'article 7, mais dans tous les cas, même s'il y avait eu un vote défavorable sur l'article 7, il aurait pu être introduit au Sénat comme ça a été le cas pour l'index senior. Oui, mais ça n'est pas vrai parce que vous connaissez la navette parlementaire. Ce texte, il revient ensuite devant l'Assemblée nationale. Et vous avez raison de souligner, en parlant de l'index senior, qu'on a d'autant plus de raisons d'en vouloir à la NUPES qui a confisqué ce débat que le gouvernement subissait revers sur revers. Et en évoquant l'index senior, l'article 2 avait été rejeté. Donc je pense qu'il y a absolument pour l'instant que rien n'est fait. On a besoin dans ce combat de l'énergie de chacun, de la mobilisation de tous. Chacun est dans son rôle. Les syndicats sont dans leur rôle. Nous sommes dans notre rôle. Et nos députés à l'Assemblée nationale sont également dans le leur. On l'a dit, le texte est actuellement donc au Sénat et la droite cherche tout de même à imposer certaines de ces mesures. Elle a notamment introduit un abonnement qui vise à accorder une surcote de 5% aux mères de famille d'au moins 2 enfants et qui ont une carrière complète.
Vous réclamez une politique nataliste. Est-ce que cette mesure va dans ce sens? Non, parce sur le principe, oui, mais en réalité, cette mesure va concerner très peu de personnes. Il y a des études qui ont été faites, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est un peu comme les 1 200 €. C'est-à-dire qu'on cherche, et les Français ne doivent pas être dupes, on cherche à leur faire avaler la pilule. C'est-à-dire qu'on leur met la retraite à 64 ans, et à côté, on va essayer d'habiller la retraite de tout un tas de gadgets pour essayer de leur faire avaler la pilule. Typique, les 1 200 €, ce dispositif qui vise notamment les femmes. On était sur les mères de famille et sur la politique nataliste. Oui, mais les femmes vont être les premières victimes de cette réforme des retraites. Y compris d'ailleurs l'étude d'impact du gouvernement le montre, les femmes vont devoir, avec cette réforme des retraites, travailler beaucoup plus longtemps que les hommes. Et pour une raison très simple, c'est qu'en décalant l'âge de départ à 64 ans, eh bien, elles vont perdre le bénéfice qu'elles obtenaient dans les trimestres qui pouvaient être générés en fonction du nombre d'enfants. Et c'est d'autant plus dommageable que, en vérité, on devrait aujourd'hui, et c'est peut-être ça la meilleure réponse à la pérennisation du financement des retraites au XXIe siècle, soutenir une politique nataliste. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les cotisants de demain. Or, le drame aujourd'hui dans notre société, c'est que la France n'a jamais été aussi peuplée de son histoire, 69 millions d'habitants, et en même temps, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui aimeraient faire des enfants, mais qui, compte tenu du contexte de crise, de l'inquiétude climatique, de l'inquiétude du pouvoir d'achat, de la perte de notre identité et de l'absence de confiance dans l'avenir, y renoncent. Merci d'avoir traité ce sujet des retraites, Jordan Bardella. On va passer à un sujet suivant. On se pose la question, y aurait-il un parfum de guerre des chefs au Rassemblement national pour cause d'une sortie de votre part dans l'opinion la semaine dernière à l'occasion du triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine? Vous avez tenté de clarifier la position du RN sur la Russie de Vladimir Poutine. Vous parlez notamment de naïveté collective à l'égard du président russe. Une réponse qui dévie de la ligne officielle. Théo Grévin. Votre sortie sur l'Ukraine, donc, elle n'est pas passée inaperçue. Vous avez été interrogé hier dans les allées du Salon de l'Agriculture. Vous le serez encore sûrement aujourd'hui. Et moi, j'ai une question qui est très simple. Vous dites naïveté collective, défense de l'intégralité territoriale de l'Ukraine. Une position donc très claire. Marine Le Pen, est-ce qu'elle est sur cette même ligne ? Oui, Marine Le Pen a, depuis le début de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, condamné sans la moindre ambiguïté l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et nous avons d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises que, effectivement, il y avait une naïveté collective de l'ensemble de la classe politique à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. Je vous rappelle qu'une semaine avant même le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, indiquait qu'il pensait que jamais la Russie n'entrerait en Ukraine et que les effets qui visaient à masser des troupes à la frontière étaient des effets de com' et des effets d'annonce. Moi, je pense que nous devons, que le rôle de la France est celui d'abord d'éviter l'engrenage, de porter cette grande idée, cette conférence internationale pour la paix qu'a proposée Marine Le Pen. Or, la première des conditions de la paix aujourd'hui, c'est que la Russie comprenne qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine et qu'elle retire ses troupes de l'Ukraine. Je pense que la Juste Russie... pour revenir sur votre déclaration dans l'opinion, Marine Le Pen qui a communiqué elle aussi à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, elle n'a pas tout à fait le même discours. Œuvrer à la paix n'est pas un acte d'allégeance, si ce n'est à l'intérêt du monde et à la considération des hommes. On a l'impression qu'il y a deux méthodes qui sont différentes aujourd'hui. Non, je ne crois pas qu'il y ait deux méthodes. On a rappelé d'abord ce qui, mon avis, relève de l'évidence, c'est que dans cette affaire, il y a un État agresseur, la Russie, et un pays agressé, l'Ukraine. Et que probablement la Russie a sous-estimé le sentiment patriotique, la résistance même de l'Ukraine et le soutien occidental qui a pu être apporté à l'Ukraine. Moi, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Je suis souverainiste en France. Et pourquoi l'avoir fait au bout d'un an ? Pourquoi l'avoir fait au bout d'un an de guerre ? Est-ce que cette naïveté collective, vous auriez pu le dire quelques jours? On connaissait les intentions de Vladimir Poutine. Non, pas une semaine avant, non. D'ailleurs, personne dans la classe politique et médiatique ne s'attendait au déclenchement de cette guerre et à la violation de la souveraineté de l'Ukraine. Mais en réalité, depuis maintenant un an, nous avons été sans ambiguïté sur ce sujet. Nous avons soutenu, et je les ai moi-même votées au Parlement européen, toutes les résolutions qui condamnaient l'agression de l'Ukraine, qui apportaient un soutien aussi matériel à l'Ukraine. Et je pense que le rôle de la France aujourd'hui, c'est à la fois de porter cette idée de la paix dont vous avez parlé en citant Marine Le Pen, et surtout d'éviter l'engrenage. Moi, je pense que l'Ukraine doit pouvoir bénéficier de matériel défensif. Mais je pense que le rôle de la France, c'est aussi de mettre des lignes rouges. Parce que de livrer des missiles, des avions de combat ou des missiles longue portée à l'Ukraine, c'est-à-dire c'est pas le cas pour le moment. Armements. Non, ça n'est pas le cas. Et je pense que la prudence d'Emmanuel Macron sur ce sujet est la bonne. De livrer des missiles longue portée à l'Ukraine qui pourraient atteindre
des villes comme Sébastopol ou Rostov-sur-le-Don en Russie pourraient avoir des conséquences cataclysmiques et pourraient faire plonger l'Europe entière dans un engrenage irresponsable. Pourquoi le Rassemblement national s'est abstenu à une résolution à l'Assemblée nationale? C'était en décembre dernier, une résolution qui visait juste à condamner l'agression russe. C'est finalement ce que vous faites dans votre déclaration à l'opinion. Pourquoi avoir voté contre en décembre à l'Assemblée nationale? Parce qu'au-delà du titre du rapport, il faut regarder le contenu du rapport. Et dans le contenu de ce rapport, il y avait deux éléments qui nous apparaissaient problématiques. D'abord, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui, je crois, n'est pas nécessaire en l'état actuel des choses. Et il y avait dans ce texte la nécessité de fournir des armes sans la moindre restriction à l'Ukraine. Or, nous avons été très prudents là-dessus. Emmanuel Macron lui-même est prudent lorsqu'il dit qu'il n'enverra pas de missiles longue portée et d'avions de chasse en Ukraine. Je pense que, encore une fois, la guerre est un élément très subtil et qu'elle est à manier avec la grande prudence. Nous avons été, encore une fois, sans ambiguïté sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a eu une naïveté collective. Je veux dire, quand Vladimir Poutine est le premier chef d'État à être reçu en grande pompe par Emmanuel Macron à la lanterne, au château de Versailles, pardonnez-moi, dès son élection, quand Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances, je pense qu'il ne s'attend pas à ce que Vladimir Poutine viole la souveraineté d'un État européen quelques mois plus tard. Et quand Marine Le Pen se rend en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, là aussi c'est une naïveté. Là aussi il y a une forme de naïveté. Mais écoutez, le Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans. Et c'est d'ailleurs vrai que en matière diplomatique, pendant très longtemps, la France a entretenu, sous ses gouvernements précédents, les meilleures relations du monde avec la Russie. Je vous rappelle que Jacques Chirac avait la plus grande amitié pour Vladimir Poutine, qu'il a fondé en 2004 le dialogue franco-russe pour accroître les liens d'amitié entre la France et la Russie. Mais c'est vrai que la Russie est une puissance nucléaire, que la France est une puissance nucléaire et que nous devons être extrêmement prudents dans la relation peut-être de co-belligérance que nous pouvons ou nous ne devons pas avoir avec cet État. Sur les aides militaires, sur le matériel militaire, les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle aide de 400 millions de dollars. La France, elle, pour le moment, est assez réticente, vous l'avez dit avec Emmanuel Macron. Il y a un sondage de l'IFOP pour le Figaro qui est sorti il y a quelques semaines sur le soutien des populations occidentales aux livraisons d'armes. 80% par exemple des Polonais approuvent contre 54% des Français. Vous la comprenez, cette réticence, notamment à l'Ouest? Oui, parce que nous n'avons pas la même histoire et que ça ne vous aura pas échappé que des États d'Europe de l'Est comme la Pologne ont peut-être un contentieux historique un peu plus fort avec la Russie que nous ne l'avons en France. Or, je pense que la France a une position historique qui est celle d'être une voie d'équilibre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est une position qu'elle a tenue dépendamment de ses intérêts tout au long de la guerre froide. C'était la position du général de Gaulle. Or, il est vrai que le ressenti d'un pays frontalier de l'Ukraine à l'égard de ce conflit est peut-être beaucoup plus important qu'il ne l'est en France, mais d'une manière plus générale. Il y a peur des Français d'être indirectement impliqués dans ce conflit. Je pense que les Français ont des craintes du déclenchement d'une guerre qui pourrait être une guerre mondiale. Et il faut les écouter. Il faut par exemple plus consulter l'Assemblée nationale quand on décide d'envoyer des armes. Est-ce que pour le moment tout ça reste assez confidentiel? Ce sont des débats qui peuvent avoir lieu à l'Assemblée nationale. Maintenant, le propre des institutions de la Ve République, c'est que le président de la République soit précisément le chef des armées. Or, moi, ce que je dis, c'est quand le président de la République fixe des lignes rouges sur l'envoi d'un certain nombre d'armes qui pourraient avoir des conséquences et pourraient susciter un engrenage beaucoup plus important qu'aujourd'hui, je pense qu'il a raison de le faire. Et vous savez, nous sommes prononcés dès le début de ce conflit pour l'accueil de réfugiés ukrainiens, parce que je pense que là aussi, c'est le rôle de la France, c'est le rôle historique de notre nation, et que d'ailleurs le maire de Perpignan, le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Alliot, dont vous avez parlé tout à l'heure, est allé à la frontière polonaise pour accueillir des familles ukrainiennes et pouvoir les accueillir à Perpignan. Cette opération d'aide militaire sans précédent en Europe, donc on le disait, Paris n'a pas hésité à donner des blindés, des canons, des missiles. Ces équipements, ils ont souvent été puisés dans le stock des armées françaises, des stocks qui sont souvent très peu fournis. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir augmenté donc le budget des armées pour la prochaine période, pour 2024-2030? Alors d'abord, sur la première partie de votre question, vous avez raison. Vous avez une grande partie du matériel qui est envoyé, c'est aussi du matériel que la France ne disposerait pas en cas de conflit de haute intensité. Il y a un rapport parlementaire du Sénat qui était sorti au mois d'avril 2022 et qui rappelait précisément que en cas de guerre de haute intensité, la France ne tiendrait que 2 semaines parce que ces matériaux militaires sont faibles, sont abîmés. Sur les 400 chars Leclerc dont dispose l'armée française, il y en a un peu plus de 226 qui est opérationnel, et nous manquons aujourd'hui cruellement de munitions. Sur les canons César, c'est pareil. Pourquoi est-ce que nous avons, nous, émis des réticences aussi à l'envoi de canons César? Pour une raison très simple, c'est que la France dispose de 76 canons César. Nous en avons envoyé, je crois, un peu plus d'un quart, qui est
était un stock initialement destiné au Danemark, que le Danemark a accepté de céder à l'Ukraine dans ce cadre de ce conflit. Mais on voit bien que on est aujourd'hui rentré en matière militaire dans une conception économique qui est celle du flux permanent et non plus celle du stock. Or, je pense que nos armées doivent revenir à une économie du stock, constituer des réserves, et en cela, l'augmentation du budget des armées dont vous avez parlé va incontestablement dans le bon sens. Nous avons une armée qui est aujourd'hui à l'os et nous soutiendrons les effets budgétaires. Il faut arrêter l'aide militaire là pour le moment. Non, je pense qu'il faut que l'Ukraine ait les moyens de sa défense. Et les moyens de sa défense, c'est l'envoi très clair de matériel défensif. Alors l'envoi de matériel défensif, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des systèmes anti-aériens, ce sont des véhicules d'infanterie légers, ce sont des munitions, ce sont des équipements individuels. Mais je pense que nous devons être très prudents et mettre une ligne rouge sur ce qui pourrait aggraver le conflit et possiblement entraîner le conflit dans un engrenage irréversible. Donc seulement du matériel défensif. Merci Jordan Bardella. Théo Grévin de vos questions. Le dernier sujet tout de suite dans Zone Pôle. Fin des négociations entre la grande distribution et les agriculteurs. Ces derniers demandaient à être mieux rémunérés. Résultat, les prix en supermarché devraient donc augmenter de 10%. Dans le même temps, Jordan Bardella, vous accusez Emmanuel Macron d'être le fossoyeur de la ruralité et des agriculteurs français. Bonjour Axel Rebaud. Bonjour Raphaël Bardonna. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Avec sa politique agricole, Emmanuel Macron, il a du sang sur les mains selon vous ? Pourquoi tant d'agressivité, tant de haine dès le matin ? J'ai beaucoup de reproches à faire à Emmanuel Macron. Je pense qu'il a été le fossoyeur de la ruralité et que il n'a gouverné notre pays pendant 5 ans que pour une petite minorité de gens, c'est-à-dire pour ceux qui réussissent le mieux dans la mondialisation, oubliant tout ou partie du territoire national et notamment nos campagnes et notamment notre ruralité et notre agriculture. Le quinquennat qui s'est achevé est à mon avis un quinquennat perdu pour l'agriculture française. La balance commerciale agricole, excepté les vins, ne cesse de se dégrader. En 20 ans, les importations agricoles ont augmenté et la dépendance de la France s'accroît. Et moi, je crains que ce qui est arrivé au nucléaire et à l'énergie française, c'est-à-dire passer d'une situation de quasi-indépendance à une situation de dépendance à des États étrangers, soit aujourd'hui en train de se mettre en place en matière alimentaire, alors même que de pouvoir être autonome en matière alimentaire, c'est aussi être un pays libre. Alors, on va y revenir sur la souveraineté alimentaire. Jordan Bardella, je vous dis ça parce que fossoyeur, c'est pas un mot anodin, surtout sur ce sujet-là. Lorsqu'on a 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour en moyenne en France, c'est pas anodin ce genre de mot. C'est pas un peu maladroit quand même ? Non, absolument pas. Je crois pas que ce soit maladroit. Donc il a une part de responsabilité dans cette situation. Je pense que ce qui est maladroit, dans les suicides. Je pense que ce qui est maladroit, permettez-moi, c'est de continuer à négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, avec le Chili, avec le Brésil, qui vont créer une situation de concurrence déloyale insoutenable pour beaucoup de nos agriculteurs. Et je peux vous dire que tous les agriculteurs que j'ai rencontrés hier au salon et que je vais rencontrer aujourd'hui, comme toutes les interprofessions de la viande, du porc, les syndicats agricoles, sont extrêmement inquiets. Ils sont en même temps optimistes parce qu'ils savent que l'agriculture française, qui a été une très grande puissance agricole et économique au XXe siècle, a tous les atouts pour réussir, mais que notre agriculture aujourd'hui a besoin d'être soutenue et surtout elle a besoin d'être protégée. On ne sera jamais compétitif avec une agriculture venue de très loin qui ne respecte aucune de nos normes sanitaires, aucune de nos normes sociales, aucune de nos normes environnementales. Alors on fait quoi ? On empêche ces produits de venir, on fait une politique protectionniste, c'est ça ce que vous voulez aujourd'hui pour la France ? Je pense que l'agriculture mérite le patriotisme économique. Nous défendons l'idée d'une exception agriculturelle pour les filières agricoles françaises, c'est-à-dire de sortir l'agriculture, de sortir les filières agricoles des accords de libre-échange. On peut négocier au cas par cas, c'est de la chirurgie économique, des accords économiques, des accords bilatéraux pour augmenter nos exportations et peut-être aller chercher de l'importation là où nous n'avons pas les produits. Mais quand on négocie un accord de libre-échange, par exemple avec le Chili, qui prévoit l'importation sur le territoire national et dans les pays de l'Union européenne de 40 000 tonnes de volailles chaque année, je veux dire, c'est mettre un clou dans le cercueil de tous les producteurs de volailles en France et de tous les éleveurs, pardonnez-moi, qui sont déjà aujourd'hui les parents pauvres de l'agriculture française. Donc il faut être capable de se protéger et je peux vous dire d'avoir par exemple des clauses de sauvegarde et des clauses miroirs dans nos accords économiques et je peux vous dire aujourd'hui que toutes les grandes puissances émergentes qui réussissent dans la mondialisation se protègent. Alors justement, Jordan Bardella, vous voulez donc augmenter les prix avec du protectionnisme des prix des produits qu'on importe pour pouvoir favoriser les produits qu'on produit ici. Justement, on a les négociations qui sont achevées entre la grande distribution et les producteurs. On prévoit une inflation de 10% dans les supermarchés. Vous êtes prêt à dire aux Français que pour soutenir l'agriculture française et les producteurs français, il faut acheter encore plus cher nos produits à l'achat ? Mais tant que nos produits seront en concurrence
avec des produits qui viennent de très loin et qui ne respectent aucune de nos normes, alors acheter français sera toujours plus cher. Et la deuxième grande idée que j'ai l'occasion de porter pour ce salon de l'agriculture, c'est l'idée du patriotisme économique et surtout du patriotisme économique dans le marché intérieur et dans la commande publique. Nous pensons que dans les cantines, par exemple, de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, dans la restauration collective, on doit pouvoir consommer français. Aujourd'hui, quand vous êtes maire, par exemple, vous savez qu'on a beaucoup de maires et nos maires ont pris un engagement qui était celui de faire consommer français dans la restauration de nos écoles. Aujourd'hui, quand vous êtes maire et que vous voulez recourir à des circuits courts et en somme faire du patriotisme économique, c'est très compliqué parce que les règles qui sont aujourd'hui celles de l'Union européenne, qui sont basées sur la concurrence libre et non faussée, empêchent l'État d'aller se fournir auprès des agriculteurs français. Nous, on défend précisément l'inverse. On veut que soit votée, une fois notre arrivée au pouvoir, une grande loi de patriotisme économique qui permette, sans utiliser de clauses environnementales, sanitaires, sociales, détournées. Non, laissez-moi terminer. Non, mais la comparaison entre les prix de l'étranger, des produits importés et ceux qu'on produit actuellement, c'est pas ma question. Là, on parlait justement des produits faits en France, que la grande distribution doit maintenant payer plus cher et qui va donc devoir les vendre plus cher. Là, on a cette hausse de 10% qui arrive dans les supermarchés. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Vous dites oui, il faut payer plus cher, ou est-ce que c'est une bêtise? Je vais vous répondre. Laissez-moi finir. Je pense que l'État et la puissance publique sont un très grand vecteur d'influence du marché de la consommation en France. Et je pense que si l'ensemble de la puissance publique se met à recourir au circuit court, se met à soutenir les agriculteurs français, je pense que pour eux, ça va être une bouffée d'oxygène. La loi Egalim leur a permis de retrouver un peu de marge, un petit peu de marge, c'est vrai, mais aujourd'hui, la marge est encore injustement répartie. Donc il y a un bras de fer à faire avec la rapacité des industriels et avec la rapacité de certaines grandes surfaces qui objectivement se gavent, y compris dans des périodes d'inflation, en utilisant la guerre comme un leitmotiv. Alors que quand on voit par exemple augmenter la tablette de chocolat, ça n'a absolument aucun rapport entre l'Ukraine et la Russie. Donc il y a des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Et deuxième mesure pour soutenir le pouvoir d'achat que nous défendons, c'est ce panier de 100 produits de première nécessité qui soit totalement exempté de TVA. Je pense que le riz, les pâtes, les couches pour les bébés, les serviettes hygiéniques doivent être totalement exemptés de TVA parce que la proposition de panier alimentaire du gouvernement qui a été totalement mis sur le côté était peut-être moins efficace que la baisse de la fiscalité sur ces produits-là. Jordan Bardella, vous parlez de la rapacité des grands groupes, des grands distributeurs. Vous étiez d'ailleurs hier juste à côté au stand de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles. Vous défendez donc le fait que la grande distribution n'a pas à augmenter de 10% ses prix. C'est pas le cas pour tout le monde au Rassemblement national. On a le député et porte-parole du RN, Sébastien Chenu, qui disait qu'aucun distributeur ne pourra supporter des hausses de 10% sur les produits. Vous n'êtes pas d'accord au sein du parti ? Excusez-moi, j'ai pas compris. Sébastien Chenu, le député et porte-parole du RN, qui disait qu'aucun distributeur ne pourra supporter des hausses de 10% sur les produits. Donc entre la grande distribution, le portefeuille des Français et des agriculteurs, vous défendez qui exactement? Non mais tout est affaire de négociation. Je pense qu'il y a eu parmi les grands groupes et des grands groupes français des surprofits qui étaient indus et qui sont indus depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Sébastien Chenu n'a pas l'air d'accord alors. Si, on est parfaitement d'accord. Je suis favorable à ce qu'une boîte, qui plus est une grande boîte qui crée beaucoup d'emplois, puisse faire des profits, mais pas de profits indus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également, je vous parlais de la mesure de baisse de la fiscalité de TVA à taux zéro sur le panier de 100 produits de première nécessité. Nous la finançons aussi par une taxe exceptionnelle sur les super profits, c'est-à-dire sur les profits indus qui ont été faits depuis le début de ce conflit, parce qu'il est vrai que certaines grandes boîtes, que je ne nommerai pas, se sont gavées et ont fait des bénéfices records qui sont aussi décorrélés de la stratégie d'investissement de l'entreprise et qui se sont faits sur le dos de la spéculation et de l'inflation à la suite du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Dernière question très rapidement, Axel Rebaud. Jordan Bardella, le gouvernement a récemment acté l'interdiction des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles. Les productions de betteraves vont notamment s'effondrer de 30 à 40%. C'est une bonne chose que ça soit finalement interdit ou pas? Mais la France est en train de se mettre 2 balles dans le pied, une dans le pied gauche et une dans le pied droit. La France est aujourd'hui, d'abord les betteraviers aujourd'hui qui ont recours aux néonicotinoïdes, ils ont recours aux néonicotinoïdes parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est aujourd'hui le seul produit qui leur permet de faire fonctionner leurs exploitations. Donc, oui, mais c'est très compliqué de vous répondre sur des sujets aussi complexes en quelques secondes. Je veux dire que la France s'inflige aujourd'hui une interdiction qu'elle est la seule à mettre en place dans l'Union européenne. C'est une dérogation, c'est l'unique dérogation, le seul pays à interdire les néonicotinoïdes. Évidemment, tout cela va créer encore une fois les conditions d'une concurrence déloyale entre la France et le reste des pays, alors même que pour une fois, l'Union européenne, et notamment la Cour de justice, prévoyait une dérogation. Merci Axel Rebaud, merci Jordan Bardella.
C'est la fin de ce 8e épisode de Zone Pôle. Merci d'avoir été notre invité, Jordan Bardella. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement National. Merci à nos journalistes qui vous ont posé les questions. Demain, ce sera Éric Martineau, député MoDem, qui sera notre dernier invité. Chez vous, vous restez chez vous tout de suite. C'est À Travers Champs. Ça commence dans à peine 14 secondes.